table. Une émission proposée par Hype FM. Mobilisation à la veille de la visite en Turquie de François Hollande, alors que le négationnisme turc gagne du terrain, encouragé par des décisions de justice européennes et françaises. Les Arméniens doivent, eux, continuer à se battre pour faire entendre leurs droits. Et aujourd'hui, plus que jamais, plusieurs affaires soulignent la nécessité de légiférer pour qu'à la veille de 2015, la réalité du génocide cesse enfin d'être mise en cause. C'est pourquoi les rassemblements prévus à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier dans quelques jours doivent réunir le plus grand nombre afin de montrer l'ampleur de l'indignation de la communauté arménienne de France. En studio ce matin avec nous pour parler de cette mobilisation et des autres événements à venir, nous avons les co-présidents du CCAF parmi nous. Alat Oranian, bonjour. Bonjour. Moulad Papazian, bonjour. Bonjour. Merci messieurs d'être ce matin dans les studios d'IPFM pour accompagner la mobilisation nécessaire pour parvenir à ces rendez-vous que vous nous donnez les 25 et 26 janvier prochains à la veille donc du voyage que François Hollande va effectuer en Turquie. Alors, il faut rappeler quand même que pour la première fois depuis 20 ans, un président français se rend dans ce pays et dans le même temps, l'Union européenne décide de reprendre les négociations d'adhésion. Pourtant, la Turquie est la même, voire pire, dans le sens où les derniers événements, que ce soit l'actuelle crise qui secoue le pouvoir ou la répression des manifestations d'Istanbul du printemps dernier, ont montré que les dirigeants turcs ne sont pas des démocrates, et c'est un euphémisme. Alors c'est dans ce contexte que va avoir lieu ce voyage. Quelle est la raison d'être de ces rassemblements auxquels vous conviez l'ensemble de la communauté? Et nous serons tout à l'heure en ligne avec les responsables de Lyon, Marseille et Montpellier qui nous expliqueront également pourquoi il faut que chacun d'entre nous descende ce jour-là pour dire quoi. Alors, quel est le mot d'ordre? D'abord, une toute petite correction. Le président de la République précédent, Nicolas Sarkozy, s'était rendu en Turquie dans un voyage éclair, mais qui avait un caractère officiel. Donc, c'est pas la première fois depuis 20 ans. Oui, voyage d'État, c'était la précision qui manquait. En revanche, il est important de signaler que à la veille du voyage d'État du président de la République française en Turquie, c'est le moment ou jamais, mais vraiment le moment ou jamais, de se mobiliser pour exprimer nos attentes, pour exprimer nos exigences, pour rappeler effectivement la nature autoritaire du régime turc, pour rappeler à la France et à son président de la République qui va se rendre le lendemain en Turquie le caractère antidémocratique, la répression, les prisonniers politiques, la répression des minorités, des Kurdes, l'emprisonnement des avocats, l'emprisonnement des syndicalistes, l'emprisonnement d'étudiants. Bref, aujourd'hui, l'opinion est devenue un délit en Turquie, et donc on doit rappeler également la nécessité pour la Turquie de reconnaître le génocide arménien, et on attend du président de la République, que nous avons rencontré d'ailleurs dans une délégation du CCAF, en compagnie d'Alat Oranian et Alexis Govcian le 16 décembre, nous attendons de lui qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre, qu'il fasse un geste. Et quel est le meilleur moyen de provoquer ce geste que de se rassembler à la veille de son voyage? C'est la question que j'allais vous poser. François Hollande est informé de ce qui se passe en Turquie. La raison d'être de ces manifestations, c'est surtout de montrer que on ne peut pas laisser passer ce voyage sans être là, avant son départ. Oui, écoutez, déjà, il faut dire que le processus d'entrée de la Turquie dans l'Europe avait été quand même bloqué par Nicolas Sarkozy. Il n'y a eu aucun chapitre d'ouvert pendant les 3 dernières années de son mandat. Donc le processus actuellement, il est relancé. Et ça nous inquiète parce qu'il est relancé comme une espèce de gratification, comme si la Turquie était aujourd'hui davantage eurocompatible qu'elle ne l'était il y a 3 ans. Or, il nous semble au contraire que la situation, comme l'a dit Mourad Papazian, n'a cessé de s'empirer du point de vue des droits de l'homme et de l'islamisation et de l'autorisation du caractère autoritaire du régime. Donc, on ne comprend pas qu'on aille comme ça relancer cette entrée de la Turquie dans l'Europe, et en plus qu'un président de la République, parce que c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de visite d'État d'un président de la République française en Turquie, qu'un président de la République aille dans ces circonstances, en plus maintenant en pleine crise économique de la Turquie,
aille là-bas comme une sorte de couronnement, comme une sorte de gratification et de reconnaissance de la Turquie comme un État digne d'entrer dans l'Europe et avec lequel il est digne d'avoir des relations. Donc on comprend très bien que la France ait des relations avec la Turquie comme avec n'importe quel autre pays, mais comme avec n'importe quel autre pays autoritaire, elle se doit, à l'instar de ce qu'a dit Mourad, de porter un message. Nous sommes une société démocratique, nous sommes un pays démocratique. La démocratie, ce n'est pas seulement le marché, et le marché a été extrêmement privilégié dans les relations franco-turques depuis 1 an et demi. C'est aussi la démocratie, les droits de l'homme, et on attend du président de la République qu'il dise un certain nombre de choses dans ce domaine, et c'est pour ça qu'on organise cette manifestation, pour faire une sorte de rappel de nos exigences. Alors, malgré tout, cette question de la réouverture des négociations est à double lecture. Si l'on écoute les démocrates turcs, les défenseurs des droits de l'homme turcs eux-mêmes souhaitent la reprise de ces négociations, car pour eux, l'adhésion à l'Union européenne sera le seul moyen de parvenir à faire entendre leurs revendications et à démocratiser un peu la société turque. D'un autre côté, comme vous l'avez dit, la réouverture des négociations donne l'impression que on accorde un satisfecit aux autorités turques. Et les dirigeants turcs, l'État profond, comme on le dit, serait, lui, selon toujours ces démocrates, opposé à cette adhésion à la Turquie à l'Union européenne de la Turquie, pardon. Donc on est quand même pris entre deux feux, et on sait que les socialistes, et en l'occurrence le président Hollande, avaient toujours soutenu cette adhésion à l'Union européenne en vertu de ses droits de l'homme, justement. C'est paradoxal tout ça. Comment on réexplique ? Parce que les auditeurs ont besoin de comprendre. La position de François Hollande était plus nuancée que ça. Il considérait que le processus devait aller à son terme, et au terme du processus, si la Turquie avait respecté ses engagements sur la base des critères de Copenhague, qui sont des critères d'adhésion, la Turquie pouvait rentrer. Mais que lui, en tant que président de la République française, il ajoutait un critère, clairement, la reconnaissance préalable du génocide arménien. Donc on a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que cette Turquie, la Turquie d'aujourd'hui, n'a pas sa place en Europe. Peut-être que la Turquie de demain, et il est à souhaiter que cette Turquie évolue, qu'elle se démocratise véritablement, qu'elle reconnaisse le génocide, qu'elle change totalement de physionomie. À un moment donné, si elle est éligible à l'entrée dans l'Union européenne, l'Europe prendra ses responsabilités à un moment donné. Mais vous avez raison de souligner l'ambivalence, c'est-à-dire que chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que les démocrates en Turquie souhaitent effectivement que le processus aille à son terme, parce qu'ils ont la conviction que les négociations pourront infléchir la position de la Turquie. Nous, ici, nous avons un poste d'observation différent, et nous constatons qu'en réalité, la Turquie régresse, que la Turquie se cabre, que la Turquie devient de plus en plus autoritaire, et que elle ne va pas dans le bon sens, elle ne va pas vers l'Europe en tout cas. Oui, Adratoranian. Oui, je confirme. C'est-à-dire que je vois pas du tout en quoi, depuis que le processus d'adhésion a été lancé au début des années 2000 avec la Turquie, en quoi elle est devenue plus démocratique, en quoi elle s'est améliorée du point de vue des droits de l'homme, en quoi elle a progressé. Donc l'argument des démocrates turcs, que je comprends, hein, bien sûr, mais tombe face à cette réalité. Moi, ce que je ne comprends pas, vraiment pas, c'est que d'une part, on a suffisamment de difficultés à gérer l'Europe telle qu'elle est actuellement, qui est un espèce de monstre en état d'obésité, qui a terriblement de mal à avoir une politique commune à plein de points de vue. Comment on peut, dans les conditions de l'Europe, vouloir l'ouvrir? C'est-à-dire un pays comme la Turquie qui compte 75 millions d'habitants, qui est perclus de problèmes et de difficultés, et qui est surtout un État criminel, un État génocidaire, un État qui a exterminé le peuple arménien et qui ne reconnaît toujours pas cette extermination, et qui la perpétue d'une certaine manière en se posant comme un espèce de receleur du crime, un État qui opprime les minorités kurdes, qui occupe un État européen qui est Chypre. Donc je comprends absolument pas qu'on ait même pensé à ouvrir des négociations et à ouvrir cette perspective avec la Turquie. La Turquie, pour moi, n'a pas du tout sa place en Europe actuellement. Cette Turquie ou une autre Turquie, en tous les cas pas la Turquie kémaliste telle qu'elle a été créée par Mustafa Kemal sur 20 ans. Il y a en 1923 sur le cadavre du peuple arménien. Donc cette Turquie, non.
Bien sûr, mais certains diront que la Turquie, laisser la Turquie à l'écart de l'Union européenne reviendrait à fermer les yeux sur ce qui se passe et à laisser la répression s'installer, s'amplifier, à l'abri des regards européens, puisque la Turquie n'aurait plus aucun compte à rendre à l'Europe. Et que tant que les négociations d'adhésion se poursuivent, même à minima, cela permet d'avoir en quelque sorte un droit de regard. En réalité, à chaque moment, ces exigences, à chaque étape, ces exigences, et les chapitres s'ouvrent lentement, et à chaque fois qu'ils s'ouvrent, il y a possibilité effectivement de faire preuve d'exigence et de demander à la Turquie une conformité aux standards européens. C'est comme ça que ceux qui sont favorables à la poursuite des négociations justifient leur position, en disant que c'est le seul moyen de faire évoluer le pays, la Turquie, le régime, etc. Aujourd'hui, on constate la preuve du contraire, c'est-à-dire que mais peu de chapitres ont été ouverts en réalité également. Et puis on remarque également que le régime turc est dans une espèce de posture extrémiste qui est largement soulignée par la presse française d'ailleurs. Et à quelques jours du voyage du président Hollande, la couverture médiatique ne manque pas, notamment l'éditorial du Monde daté de vendredi, d'hier, montrait que le pays était totalement dirigé par un extrémiste, Recep Tayyip Erdogan, qui menait la Turquie vers un chemin de traverse. Et ça, c'est important de souligner que ça fait longtemps, depuis les événements de Gezi, que la presse française n'avait pas eu cette posture assez radicalement opposée à la Turquie. Et la question s'est posée d'ailleurs sur l'opportunité du voyage de François Hollande en Turquie dans le journal du dimanche. Fallait-il le maintenir dans ces conditions ? Fallait-il le maintenir compte tenu de la crise que vit le régime d'Erdogan ? Qui revenait quelque part, un tel voyage officiel revient un peu à cautionner le pouvoir en place. Tout dépend de sa posture sur place. Tout dépend de ce qui se passera. Parce que précédemment, lorsque nous vous avions reçu à l'issue de votre rendez-vous avec François Hollande, vous nous aviez effectivement bien précisé que tout dépend comment se déroulera le voyage de François Hollande. Et Murat Papazian, vous nous disiez, ce ne sera pas un voyage turco-turc, mais quoi qu'il arrive, je reste persuadé qu'il y aura à un moment donné... On a exprimé très clairement notre préoccupation et parlé ouvertement de son voyage en Turquie, en attendant effectivement qu'il puisse, d'une manière ou d'une autre, s'exprimer sur la question du génocide arménien, des droits de l'homme. Il nous a confirmé qu'il le ferait. Dans les conditions possibles d'un voyage d'État. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait un geste. Alors donc, rendez-vous le dimanche à Paris, le dimanche 26 janvier pour cette... À 15h. Au Parvis des droits de l'homme au Trocadéro. C'est le moment ou jamais. C'est-à-dire, soit on se rend là-bas à cette manifestation à la veille du président de la République, à la veille du voyage du président de la République française en Turquie, soit il vaut mieux se taire. À un moment donné, il y a un geste à faire, il y a une mobilisation à obtenir, c'est le moment de se faire entendre. C'est le jour ou jamais. C'est le jour ou jamais. D'autant plus que ça fait maintenant quelque temps qu'il n'y a pas eu ce besoin de descendre dans la rue. Alors, c'est vraiment un rendez-vous très important car il va apporter la preuve que la mobilisation, l'indignation de la communauté arménienne est toujours à son comble, qu'il y a une vigilance de chaque instant et que ce ne sont pas uniquement le fait de quelques responsables élus communautaires. Donc c'est vraiment le fait de tout Arménien qui peut aujourd'hui dire « je ne suis pas d'accord » et je le montre. C'est une réponse au processus d'entrée de la Turquie en Europe. C'est un non à cette Turquie dans l'Europe. C'est aussi une réponse à l'influence extrêmement négative de la Turquie dans le domaine de la cause arménienne et son influence dans l'Europe, c'est à travers ses réseaux, ses ramifications. Et quand on voit l'influence aujourd'hui de la Turquie en Europe alors qu'elle est à l'extérieur, quand on voit comment elle peut peser sur des instances comme même à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, tout ça en étant à l'extérieur. Donc la mobilisation de dimanche, c'est une mobilisation pour exprimer notre refus de cette influence turque et notre refus de la voir se développer. Les Arméniens sont venus en France et en Europe après le génocide de 1915 pour fuir le joug ottoman. Ce n'est pas, et pour fuir et pour en tant que rescapés du génocide, ce n'est pas pour se retrouver aujourd'hui
au niveau de la 3e ou de la 4e génération avec nos enfants et nos petits-enfants à subir à nouveau l'influence de cet État anti-arménien, de cet État qui s'inscrit dans la continuité des Talaats, de ceux qui ont exterminé le peuple arménien. Ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible et à accepter, et pour nous et pour nos enfants. Ça suffit. Les Turcs, la Turquie, en tous les cas, le nationalisme turc, on n'en veut pas dans notre vie, on n'en veut pas dans celle de nos enfants. Et devenir demain, c'est de venir demain sur le dimanche prochain, dans 8 jours, sur le parvis des droits de l'homme. C'est une manière de le dire très fort. Alors, à la veille de ce rassemblement parisien, je l'ai dit en préambule, d'autres mobilisations auront lieu, notamment à Lyon, et nous sommes en direct avec le responsable du CCAF Lyon, Michael Gazarian. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, à Lyon également, la mobilisation se prépare, car il est important de montrer que la mobilisation ne concerne pas que les Parisiens et qu'elle est nationale. Alors, expliquez-nous, pour les auditeurs lyonnais qui sont à l'écoute, comment va se passer la mobilisation chez vous ? Oui, effectivement, nous avons décidé au niveau du CCAF de donner un caractère national à ces manifestations, et pour ce qui nous concerne, nous appelons la communauté, et je crois au-delà de la communauté, tous les citoyens qui sont d'accord avec le message qui est non à cette Turquie en Europe, à se rassembler devant la préfecture samedi 25, donc samedi prochain à 11h, rue du Noir, pour interpeller justement le président de la République, François Hollande, à la veille de son départ en voyage officiel en Turquie. Alors, est-ce que vous avez un contact régulier avec les élus locaux ? Est-ce que vous avez déjà reçu le soutien de vos élus ? Écoutez, il est vrai que nous avons un certain nombre d'élus, de maires notamment, qui nous soutiennent traditionnellement dans notre combat et qui sont avec nous. Mais je crois que là, ça doit dépasser, en tout cas, il nous semble, le caractère arméno-arménien. Bien sûr, au premier chef, nous sommes bien entendu très concernés, mais la Turquie, aujourd'hui, à qui on ouvre des chapitres, comme on l'a dit sur votre plateau, à qui on fait croire ou en tout cas on admet qu'il s'agit d'un candidat un peu comme les autres, ça doit concerner un peu tout le monde, tous les citoyens français. Et comme il a été dit sur votre plateau, je rajouterai en ce qui me concerne que nous avons un petit peu maintenant une dizaine d'années de recul par rapport au début du processus de négociation d'adhésion. Je crois que c'était en 2004 que ça a démarré. En 2014, 10 années se sont écoulées. Et la rengaine qui consiste à dire, mais oui, à force de négocier, la Turquie va se démocratiser et va adopter les valeurs qui concernent les Européens et qui unissent les États démocratiques d'Europe. Cette rengaine, malheureusement, sonne faux maintenant dans nos oreilles, puisque l'Europe s'est faite bien sûr sur le marché, mais pas que. L'Europe s'est faite sur des valeurs, comme il a été dit, des valeurs démocratiques, sur des valeurs de paix, sur des valeurs de respect des droits de l'homme. Et en ce qui concerne la paix, aujourd'hui la Turquie continue d'exercer un blocus qui est un acte de guerre vis-à-vis de son voisin, la République d'Arménie. En matière de droits de l'homme, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai lu dans Le Monde de semaine dernière, ou de cette semaine plutôt, que la Turquie était la plus vaste prison pour journalistes au monde, oui, bien sûr, avant la Chine. Donc, pour un État qui s'améliore, non, on dit non, et on veut interpeller le président qui s'envole pour la Turquie. Il n'est pas de notre ressort ni de notre propos d'interdire, bien évidemment, à quiconque, en tout cas pas au président de la République, d'avoir des relations bilatérales avec des États. C'est pas ça. Mais dans un contexte aussi désastreux, il nous semble que ce n'était pas opportun. Voilà. Donc on rappelle, Michael Gazarian, le rendez-vous est donné samedi 25 janvier, donc samedi prochain. Oui. À 11h, vous nous avez dit. Vous pouvez nous rappeler à quel endroit ? Alors, samedi 25 janvier, samedi prochain, 11h du matin, un rassemblement devant la préfecture, mais c'est rue du Noir. Les Lyonnais connaissent cet endroit. C'est une petite rue
perpendiculaire à l'entrée rue Pierre-Corneille, donc à 11h. Et j'ajoute que nous avons demandé, lorsque nous avons déclaré notre rassemblement, à obtenir un rendez-vous pour remettre un courrier à l'attention du président aux fonctionnaires de police, au préfet d'astreinte. A priori, nous serons reçus pour expliquer notre position. Il ne s'agit pas uniquement de brailler dans la rue, mais d'expliquer pourquoi nous sommes là et pourquoi nous ne sommes pas contents et pourquoi nous interpellons le président. Alors l'intérêt et l'importance de la mobilisation en région vient aussi du fait qu'il y a une plus forte reprise par les médias régionaux et de province de ce type de rassemblement, d'où la nécessité effectivement de se mobiliser à Lyon, et on va aller aussi dans d'autres villes de France tout à l'heure, mais il est important que vous soyez très nombreux à Lyon, car en général les médias locaux couvrent largement, comme on dit, ces événements, et notamment à la télé. Oui, on l'espère. En tout cas, ils sont prévenus, et nous espérons que nous serons bien entendu interrogés et que cette interpellation sera bien sûr couverte. Reprise. Merci Michael Casarian. Donc rendez-vous est donné samedi prochain à 11h pour les habitants de la région lyonnaise, pour que eux aussi puissent faire entendre leur voix et dire non à cette Turquie-là, c'est le mot d'ordre dans l'Union européenne. Merci Michael Casarian. Alors, Michael Casarian soulignait un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, mais il y a tellement de choses à dire sur la Turquie, effectivement, mais nous l'avons déjà signalé sur cette antenne à plusieurs reprises. La Turquie est aujourd'hui la plus grande prison au monde pour le nombre de journalistes derrière les barreaux, plus de 70 sur 200 au total recensés par les différentes organisations de droits de l'homme, bien avant la Chine, alors qu'on imagine que ce serait plutôt dans ce pays que la liberté d'expression est le plus réprimée. Eh bien non. C'est en Turquie. Alors, ça apporte de l'eau à notre moulin, mais on a l'impression que il faut attendre quoi pour que les États et les grands de ce monde s'indignent aussi fort que les défenseurs des droits de l'homme et les Arméniens en premier lieu? S'indigner, c'est important. Je crois que chacun doit être dans son rôle, et c'est la raison pour laquelle l'indignation doit être citoyenne avant, si on souhaite qu'elle soit relayée par les gouvernants. Donc il faut que les citoyens du pays puissent se mobiliser, jouer un rôle de pression, s'exprimer, s'indigner pour conduire effectivement les gouvernants qui doivent gérer les relations d'État à État à prendre des positions dans l'attente de celle de leurs électeurs. Donc je crois que c'est important aujourd'hui qu'on se comporte en électeurs, en citoyens, et qu'on manifeste effectivement, comme l'a rappelé Ala, notre indignation à l'entrée de cette Turquie en Europe, qu'on avance effectivement l'ensemble des faiblesses de cette Turquie sur les droits de l'homme, les minorités, les journalistes, la liberté de la presse, les Kurdes, les étudiants, les avocats. Des avocats emprisonnés. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines d'avocats emprisonnés en Turquie. Mais quand vous faites la liste, des milliers d'étudiants, des milliers d'étudiants, de syndicalistes. Justement, et quand il y a une reprise en main totale du système judiciaire. Il y a une purge absolument incroyable. Il est en train le procureur d'Istanbul vient d'être muté parce qu'il avait commencé à amorcer une enquête sur les problèmes de corruption qui touchent la Turquie, et en particulier aussi, d'après ce qu'on peut lire dans les dépêches, la famille même du président, du Premier ministre turc. Donc nous, effectivement, notre rôle, non pas simplement en tant que ressortissant français ou citoyen français d'origine arménienne, mais surtout en tant que citoyen et démocrate, c'est de dénoncer tout ça, comme on le ferait pour n'importe quel autre pays, avec la circonstance particulière en plus qui nous concerne, c'est que cet État-là est dans la logique de l'anéantissement et de l'extermination du peuple arménien, logique à laquelle jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais dérogé. Et il nous semble quand même que la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens aurait dû être un préalable à l'ouverture des négociations, en aucun cas une espèce de condition ultime qui viendrait accompagner ou terminer un processus.
Alors quand on fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles cette Turquie-là n'est pas prête à rejoindre l'Union européenne, on pourrait s'attendre à ce que les Arméniens soient moteurs dans les manifestations des 25 et 26 janvier, mais qu'ils soient soutenus et rejoints par tous les démocrates. On a parlé des avocats. Les avocats devraient aussi être présents. On a parlé des journalistes. Les journalistes non arméniens, les avocats non arméniens. Encore une fois, on a quand même l'impression que ce combat reste le combat des Arméniens avant tout, et que l'indignation, même si elle est soulignée, même si les organisations de défense des droits de l'homme s'indignent, les journalistes, Reporters sans frontières notamment, s'indignent, les ordres d'avocats dénoncent l'emprisonnement massif, dans la rue, il n'y a pas ce soutien, il n'y a pas d'union, on a envie de dire, de tous ceux qui dénoncent le régime autoritaire en place aujourd'hui en Turquie. Nous sommes en contact avec eux, justement. La question est intéressante puisque nous avons eu cette réflexion au CCF, exactement la même, celle de les solliciter, de les inviter à venir s'exprimer et à venir défendre la cause qui est la leur, la cause des prisonniers, la cause des avocats emprisonnés, la cause des journalistes emprisonnés. Donc toutes ces institutions et organisations sont contactées, nous sommes en contact avec elles pour qu'elles rejoignent la manifestation et pour que ce soit une véritable manifestation contre l'entrée de cette Turquie en Europe, mais sur la base des droits de l'homme, de la démocratie, du respect de l'état de droit. Et donc c'est une manifestation que nous organisons, nous, CCAF, et c'est bien parce que les Arméniens doivent être le dernier rempart contre l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne pour toutes les raisons que nous avons indiquées, et parce que 100 ans après, la Turquie n'a toujours pas reconnu ce génocide, et ce qui apparaît aujourd'hui comme une véritable indécence aux yeux de tous, de l'opinion. Et les choses commencent à évoluer véritablement dans l'opinion, puisqu'il y a encore quelques années, il y avait une espèce de 50-50 en France dans l'opinion concernant l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on est à 75% d'opinion défavorable des Français sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et plus le régime va se cambrer, plus effectivement le pouvoir turc va faire preuve d'autoritarisme, plus il y aura de prisonniers politiques, plus nous nous manifesterons avec efficacité, et moins il y aura encore de partisans de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors, nous allons... Aratoranian, un dernier mot. Juste un mot, oui, il y aura à nos manifestations, en tous les cas, on s'est ouvert sur les différentes corporations qui sont aujourd'hui concernées parce qu'elles sont opprimées en Turquie, parce qu'on ne leur laisse pas la liberté d'agir dans le cadre de leur métier, les journalistes, les avocats, etc. Donc, mais il y aura également aussi des représentants des minorités qui continuent à subir le joug de cet État, en particulier, je vais pas toutes les citer, les Grecs, les Chypriotes, les Assyro-Chaldéens, les Kurdes, etc. Alors, nous poursuivons notre tour des villes où des manifestations vont avoir lieu le week-end prochain. Nous sommes maintenant à Marseille, en ligne avec Jacques Donabédian. Bonjour. Bonjour et bonjour à Mourad, à Ara, à Michael et à tous ceux qui nous écoutent. Alors vous êtes le responsable du CCAF Marseille, et vous aussi vous organisez un rassemblement pour dire non à cette Turquie-là dans l'Union européenne. Alors dites-nous un peu en détail comment va se passer votre rassemblement du samedi 25. Alors effectivement, donc samedi 25 à 11h, devant la préfecture de Marseille. Donc nous faisons un rassemblement où il y aura effectivement des Chypriotes, des Grecs, des Assyro-Chaldéens, des Kurdes, et bien sûr toutes les personnes même qui ne font pas partie de ces minorités, toutes personnes qui veulent dire non à cette Turquie dans l'Europe. Donc le travail de communication est fait, s'intensifie. Et merci, avec votre aide, je pense que nous envisageons d'être beaucoup plus que 1000 sur cette petite place devant la préfecture. Alors comment réagit la communauté arménienne de Marseille aux derniers événements? On n'a pas encore pris le temps de développer et de revenir sur ces sujets, mais on a évoqué tout à l'heure la Cour européenne des droits de l'homme. Absolument, oui. Quelles sont les réactions? Est-ce qu'on sent vraiment un énervement qui atteint son maximum ces derniers temps? Il y a c'est trop, effectivement. Et c'est ce que ressent la communauté. Bien sûr, on va pas rentrer dans la comparaison, je sais pas, j'ai pas écouté au début, entre ce qu'a dit Dieudonné et puis ce qui se passe à la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc dans un cas, effectivement, on privilégie le respect. Dans l'autre, quand ça nous concerne, c'est la liberté d'expression. Et bon, donc il y a 2 poids 2 mesures de partout. Si vous voulez, pendant que je vous ai écouté, là, j'ai une phrase qui me revient et qui est, c'est ce qu'a prononcé. C'est une phrase, c'est une déclaration prémonitoire de Roosevelt, et qui, disons, dans sa véracité, est actuelle et nous guide pour le futur, si vous voulez. Bon, et que j'espère que nos technocrates européens qui veulent l'entrée de la Turquie, cette phrase leur est adressée, cette déclaration qui dit: le massacre des Arméniens a été le plus grand crime, et ne pas s'attaquer à l'horreur turque en prenant le mal à sa racine signifie que parler d'une garantie de paix mondiale pour le futur est une ineptie grave. Je crois que cette phrase, il faut la répéter. C'est exactement ce que nous ressentons. Faire rentrer la Turquie dans l'Europe, c'est un danger grave pour l'avenir de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est pour ça que nous allons dire: nous ne voulons pas d'une Turquie qui s'est construite sur ce génocide et qui, par son négationnisme, est complice des Turcs ottomans. C'est vrai, ils ont systématiquement éliminé les Arméniens, les Grecs, les Assyro-Chaldéens. On ne veut pas de cette Turquie qui refuse de reconnaître son histoire et qui persiste dans le négationnisme, qui par des conversions forcées, il faut pas l'oublier, des déportations est à l'origine des conflits de partout dans le monde, dans le Caucase, dans le Moyen-Orient, dans les Balkans. C'est une Turquie qui occupe encore Chypre et qui est en conflit, il faut pas l'oublier, avec tous les États qui lui sont frontaliers. C'est important. L'Europe va être en conflit avec tous ces pays-là. C'est aberrant. Voilà. Donc moi je vais plus loin. Moi je ne suis pas d'accord. Nous sommes, si vous voulez, à partir, parce que la Turquie d'aujourd'hui est l'héritière de celle qui s'est construite sur ce génocide. Je considère que, parce que la Turquie d'aujourd'hui parachève le crime de 1915 par sa politique négationniste et arménophobe, on doit considérer que chaque fois que ce pays est mis à l'honneur, et c'est le cas maintenant avec la visite du président François Hollande en Turquie, c'est le cas chaque fois que l'on traite officiellement, je dis bien officiellement, avec des représentants officiels de l'État turc. C'est le cas de l'OM actuellement, qui met sur les maillots l'équivalent de la croix gammée en mettant la publicité d'une compagnie nationale turque. Donc chaque fois que ce pays est mis à l'honneur, ça constitue une atteinte à la mémoire des victimes du génocide et à la dignité des descendants des rescapés des génocides que nous sommes. Alors Jacques de Nabédian, c'est une entorse à la morale et à l'éthique, et contraire aux valeurs républicaines. Donc on doit comment on appelle ça, on doit réagir par rapport à tout ça, et c'est pour ça que je suis sûr qu'il y aura énormément de monde à cette manifestation. Oui, Jacques de Nabédian, vous faites bien de rappeler cet exemple du partenariat signé entre l'OM et la Turkish Airlines, qui fait que désormais pour les supporters de l'OM, il faut pouvoir tolérer, supporter de voir marquer Turkish Airlines sur les maillots. On ne peut pas en même temps regarder ces joueurs qu'on adore et en même temps avoir le souvenir de nos martyrs. Justement. C'est inadmissible. Donc pour vous, à Marseille, c'est une raison supplémentaire. Il faut qu'on se mobilise en plus pour ça, effectivement. J'ai déjà pris contact avec les dirigeants de l'OM qui m'ont carrément dit, nous, c'est une affaire financière, on fait pas de politique, mais le problème arménien, c'est pas un problème de politique, c'est un problème de morale, c'est un problème d'éthique. Il faut qu'ils comprennent ça, et je pense qu'on arrivera à trouver une solution. Oui, ça rejoint un petit peu l'expression qui dit: quand on dîne à la table du diable, je crois, quelque chose, il faut avoir une fourchette avec un très très long manche pour être maintenu à distance. Mais là, la Libye de l'argent ne suffit pas à faire accepter aux Arméniens de Marseille ce signe de l'infamie. Vous l'avez comparé à la croix gammée. C'est vrai que pour les Arméniens, voir marqué Turkish Airlines sur les t-shirts de l'OM, c'est difficile, pour ne pas dire plus. Voilà, écoutez, donc c'est pour vous m'avez posé la question sur l'état d'esprit des Arméniennes à Marseille et de plusieurs minorités. J'ai discuté avec le consul de Chypre, avec le consul de Grèce, et ils ressentent la même chose. Il y a pas de problème. Donc il va y avoir une mobilisation, et j'espère qu'on pourra avancer. Chaque fois qu'on fait une manifestation, chaque fois que l'on réagit, c'est une pierre qui avance vers la paix et vers le repos de nous-mêmes. Parce que ce trauma, il y en a ras-le-bol.
On redonne l'heure du rendez-vous et le lieu, Jacques Donabédian. Oui, alors tout le monde donc devant la préfecture sur la place Félix Barré, samedi 25 janvier à 11h. Parfait. Merci. Il y a un autre problème, c'est les médias. Les médias, il faudra, je sais pas, le principe c'est d'essayer de les avoir. À Paris, c'est peut-être facile, mais à Marseille, non, justement, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à Paris qu'en région. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael Casarian à Lyon. En général, la presse régionale couvre plus facilement ces rassemblements. Donc, on peut espérer que du côté de Marseille, ce sera le cas. Merci, Jacques Donabédian. Merci et donc, rendez-vous est donné aux Arméniens de Marseille, aux Arméniens de Lyon, même heure, 11h à Lyon, 11h à Marseille, pour cette mobilisation du samedi 25. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on a tous dit à quel point il était nécessaire de se mobiliser et un petit peu rapidement on est revenu sur la Cour européenne des droits de l'homme, on l'a évoqué là dans les arguments supplémentaires qui viennent renforcer l'indignation des Arméniens. Cet arrêt donc de la Cour européenne des droits de l'homme selon lequel nier l'arrêté du génocide n'est pas un délit, un arrêt qui donne raison à un négationniste et qui se base sur l'absence de texte, de loi qui permettrait de dire le négationnisme du génocide arménien est protégé, on va dire, on peut être pénalisé. Alors ça nous ramène à cette absence de législation concernant le négationnisme. Ce qui est véritablement scandaleux dans l'affaire de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que il y a eu un procès qui mettait en cause Dogu Perinsek, donc ce négationniste, membre cofondateur du comité Talaat, face à un État suisse qui l'avait condamné pour ses propos négationnistes. Il avait en effet fait une série de conférences en Suisse sur le thème « Le génocide arménien est un mensonge international ». Le scandale, c'est que ce procès qui s'est tenu devant la Cour européenne des droits de l'homme s'est tenu à huis clos et a mis en cause la partie suisse, la partie turque et la partie arménienne n'était pas invitée au débat. Et donc voilà une justice qu'on rend au nom des droits de l'homme avec un résultat qui est absolument attentatoire à la dignité humaine. D'ailleurs, la dignité humaine ne figure à peine ou très très accessoirement dans le jugement et dans l'arrêt tel qu'il a été énoncé, et qui donne raison effectivement à un militant négationniste, membre du comité Talaat, venu en mission en Suisse pour propager le négationnisme. Donc on est dans une situation qui est totalement grotesque, enfin qui est contraire à l'éthique et à la conscience humaine. Oui, mais et surtout contraire aux décisions rendues d'ordinaire par cette fameuse Cour européenne des droits de l'homme qui se discrédite elle-même en rendant un tel jugement. Alors contraire non, parce que contraire oui d'une certaine manière, parce qu'elle est rendue au nom des droits de l'homme, mais c'est vrai que c'est une cour aussi, donc c'est pour là où je vais quand même un petit peu nuancer, c'est une cour aussi qui a vocation à défendre les individus contre les États et qui privilégie en tout état de cause la liberté d'expression qui est érigée dans ses jugements en valeur suprême. Donc la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que, bien entendu, le négationnisme et la Turquie va utiliser dans ses moyens de propagande cet arrêt comme une arme, comme une bombe atomique, contre nous. Ça va être terrifiant parce que c'est un jugement international qui aura finalement quelque part cautionné le droit à exprimer des opinions négationnistes, lesquelles pour nous ne sont pas des opinions, mais qui sont des délits, qui sont des continuations du crime par d'autres moyens. Vous avez prononcé la phrase exacte que je voulais souligner. Vous dites que c'est une cour qui défend les droits de l'homme. Là, dans ce cas précis, elle défend le droit au négationnisme. Elle autorise un négationniste à faire preuve donc de propagande et à prendre la parole en public au nom de la liberté d'expression. Or, on ne cesse de le dire, le négationnisme n'est pas une opinion, c'est un délit puisque tous les spécialistes le soulignent, le négationnisme c'est le dernier maillon de l'œuvre génocidaire. Donc, on est quand même, quand je dis c'est contraire à l'esprit de la Cour européenne des droits de l'homme, on est dans une décision de justice un petit peu limite en ce qui concerne cette Cour. Comme on était dans un esprit de justice un petit peu limite lorsque le Conseil constitutionnel a invalidé
la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Comme on est dans des limites qu'on dépasse à plusieurs reprises, il y a juste quelque chose qu'il faut vraiment qu'on intègre. C'est que la Turquie d'Erdogan a décidé, dès 2003, de combattre les Arméniens là où ils se trouvaient. La Turquie d'Erdogan a décidé, il y a eu des déclarations publiques, des discours devant l'Assemblée nationale turque, de défaire tout ce que nous avions gagné. La Turquie d'Erdogan a affirmé que lorsque les Arméniens mettront 1, nous mettrons 1000. Et on a eu tous ces avertissements. Ouais. Et il y a une véritable organisation dans les pays d'Europe, et particulièrement en France, mais également en Belgique, mais également aux Pays-Bas, en Allemagne, une organisation de l'État turc qui crée le comité Talat, qui est le Hitler turc, on l'a souligné à plusieurs reprises. Talat bénéficie d'un mausolée sur la colline de la Liberté à Istanbul. La plus grande avenue d'Ankara s'appelle l'avenue Talat. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement turc a décidé d'anéantir le combat pour la cause arménienne. Et nous sommes, nous, en face à face avec un État. La communauté arménienne de France, avec le CCAF, toutes ces organisations, est en face à face avec l'État turc, avec nos moyens contre leurs moyens politiques, diplomatiques, géopolitiques, financiers, économiques, de marché, avec la danse du ventre qu'ils font à toutes les entreprises du CAC 40, également les PME, etc. Donc nous avons pris des initiatives. Nous considérons que 2014 et 2015 doivent être nos années, c'est-à-dire que nous devons gagner en 2014, nous devons gagner en 2015 pour effectivement renforcer le rempart de cette Turquie-là en Europe, mais déjà en France, renforcer le rempart de cette Turquie-là en France. Et la première étape passe effectivement par la loi pénalisant la négation du génocide arménien, passe par l'intensification du combat contre l'entrée de cette Turquie en Europe, passe par la préparation réussie des 100 ans du génocide arménien. Mais la première étape, c'est d'être nombreux et de montrer notre indignation. Dimanche prochain, le 26, à Paris, à 15h, sur la place des droits de l'homme au Trocadéro. C'est très important, ça sera un signal pour l'avenir. Alors, avant de poursuivre la discussion sur cette nécessité de se mobiliser, nous allons nous rendre à Montpellier, où nous retrouvons Elena Ovsepian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la communauté arménienne, l'une des responsables de la communauté arménienne de Montpellier, qui se mobilise aussi à la perspective de ce voyage de François Hollande. Et vous avez appelé à une manifestation le samedi 25. Quels sont les préparatifs? C'est le dimanche 26. Alors vous, ce sera comme à Paris. Alors le dimanche 26. Voilà, de 14h à 16h devant la préfecture. Alors j'étais présente au Conseil national du CCAF et j'en ai parlé ensuite et j'ai parlé de cette manifestation à l'amicale. On a accepté de suivre pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une manifestation qui se veut quand même humaniste et pour la démocratie. Ce que l'on reproche à la Turquie, c'est pas d'être la Turquie absolument en tant que telle, c'est d'être une Turquie non démocratique, c'est-à-dire une Turquie qui opprime ses minorités, qui ne reconnaît pas le génocide arménien, qui impose un blocus absolument illégal à l'Arménie, qui occupe Chypre, qui emprisonne ses journalistes, etc. Donc on essaye de passer un message rassembleur dans cette manifestation, et donc aussi nous allons convier des Kurdes, des Alévis, et tous ceux qui voudront se joindre à nous pour faire passer ce message. Oui, l'idée est de réunir tous les démocrates et les défenseurs des libertés pour appuyer la nécessité, le message qui est transmis par le CCAF aujourd'hui. Absolument. Et d'autre part, il est vrai qu'à l'approche de 2015, quelles que soient les divisions, les tensions qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, il est important de se réunir et de faire front commun. Je veux dire, on aura assez de temps après 2015 pour régler nos comptes, s'il y en a à régler. Mais là, il faut vraiment montrer notre force et montrer qu'on est là pour pouvoir avoir des soutiens pour 2015 et pour pouvoir réussir ces années-là. Alors c'est important de vous entendre ce matin parce que d'ordinaire les manifestations ont lieu à Paris, Lyon, Marseille et c'est plutôt rare qu'il y ait des manifestations pour des communautés moins importantes comme à Montpellier. C'est sans doute la preuve incontestable que l'indignation atteint son comble ces derniers temps, notamment, on l'a dit, avec l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi face à l'absence de législation permettant de lutter contre le négationnisme en France. S'il y a une manifestation à Montpellier aujourd'hui, c'est le signe que les Arméniens sont vraiment indignés.
Certainement. Puis il faut quand même rappeler au président de la République, qui se veut quand même être le président du pays des droits de l'homme, qu'il a des responsabilités. On ne devient pas président français en laissant un pays piétiner les droits de l'homme, en ouvrant de nouveaux chapitres d'adhésion à l'Union européenne avec un pays qui piétine les droits de l'homme. C'est pas possible. Alors on rappelle quel est le lieu et l'heure de votre manifestation dimanche 26 14h devant la préfecture de Montpellier. Très bien, écoutez, rendez-vous est donné en espérant qu'il y aura une mobilisation des Arméniens de la région de Montpellier qui montrera aussi que quel que soit l'endroit où se trouvent les Arméniens, même s'ils sont peu nombreux par rapport à d'autres fortes communautés, eux aussi veulent faire entendre leur voix et dire non à cette Turquie qui bafoue les droits de l'homme. On peut résumer comme ça. Merci. Absolument, j'espère que les manifestations marcheront aussi à Paris, à Lyon, à Marseille. C'est important. On l'espère, bien sûr. Merci, Elena Ovsepian. Donc, vous étiez en direct de Montpellier pour nous présenter les détails de votre rassemblement du dimanche 26. Merci, au revoir. Merci. Alors, je disais que la preuve en est, cette manifestation à Montpellier montre que tout le monde a envie d'exprimer son indignation. Alors, si à Montpellier, il y a un rassemblement qui est organisé, à Paris, à Lyon et à Marseille, où c'est beaucoup plus classique, traditionnel, on s'attend à ce qu'il y ait une forte mobilisation. Les gens attendent depuis longtemps l'occasion de descendre dans la rue, les Arméniens de France, parce qu'il y a eu des occasions d'exprimer son énervement. Il n'y a pas eu de rendez-vous de donné, parce que c'était peut-être pas le moment. C'est le jour ou jamais. Oui, on peut pas dire qu'ils aient été beaucoup sollicités pour des manifestations de rue depuis le 24 avril de l'année dernière. Donc, il s'agit pas pour nous de manifester pour manifester ou faire de l'agitation pour faire de l'agitation. Mais là, effectivement, l'occasion est, on peut pas laisser passer cette occasion-là. Et c'est le moment ou jamais de se bouger. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours agréable un dimanche. On a souvent d'autres choses à faire. Mais si on est arménien, si on a cette identité et ce problème, et quand on est arménien, comment ne pas l'avoir chevillé au corps, quand on a la conscience de nos devoirs également par rapport à l'Arménie, qui jusqu'à aujourd'hui est elle-même soumise à la menace du panturquisme à travers la guerre du Karabakh et le soutien qu'apporte Ankara à l'Azerbaïdjan, pour nous, pour nos enfants, pour l'Arménie, pour les droits de l'homme, il faut effectivement venir dimanche 26 à 15h devant au Parvis des droits de l'homme à Paris pour exprimer notre indignation et notre refus de voir cette Turquie entrer dans l'Europe. Il faut savoir que la Turquie, si nous on oublie, si par hasard on oubliait la Turquie, il faut savoir que la Turquie ne nous oublie pas. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, le 15 janvier, Erdogan a convoqué ses ambassadeurs et leur a donné des instructions très fermes en leur demandant d'être armés pour répondre à la propagande anti-turque et aux allégations de génocide est en train de préparer la diaspora arménienne à travers le monde. Donc vous voyez que on a affaire à un État qui est effectivement, comme l'a dit Mourad, dans une posture et dans une position de fond, offensive. La lutte contre les allégations de génocide est effectivement prioritaire dans sa politique étrangère, et si nous sommes la priorité de l'État turc ou de la politique étrangère de l'État turc, il faut bien lui montrer qu'elle est aussi dans la vie des Arméniens, dans leur quotidien, parce que quand on ressent tout ça, jusqu'à aujourd'hui en France, on ressent quand même ces insultes et cette oppression de la Turquie, cette politique qui pèse quand même sur les gens. C'est une atteinte, on l'a dit, à la dignité humaine. C'est un défi à la conscience également. Donc là, c'est le moment d'exprimer tout ça. On n'est plus seulement dans le commémoratif des manifestations du 24 avril, même si elles sont porteuses, parce que maintenant le 24 avril est quand même un jour de lutte, mais il s'agit de porter la lutte là très directement face à un défi qui nous est lancé à travers ce processus d'intégration de la Turquie et cette visite officielle d'État de la France en Turquie et on doit aussi à cette occasion adresser un message au président Hollande pour qu'il ait une attitude qui ne soit pas oublieuse, en tous les cas, de la question arménienne et des droits de l'homme dans son voyage en Turquie.
Alors j'appelle nos auditeurs à se joindre à nous en composant le 01 43 53 20 74. S'ils souhaitent participer à cette émission, poser des questions directement à nos invités, ils sont les bienvenus. 01 43 53 20 74. Alors on peut aussi voir la réaction de la Turquie. Vous disiez 2003, création du comité Talat pour prévenir toutes les actions menées par la diaspora arménienne, la nation arménienne dans son ensemble, qui en 2003 était toujours là, vent debout, pour porter haut et fort ses revendications. La Turquie tape du poing sur la table en disant partout où les Arméniens mettront $1, on en mettra 100, enfin 100 ou 1000. Disons qu'il s'agissait vraiment de rentrer dans un rapport de force, parce qu'on a compris que la Turquie a tout d'un coup pris la mesure de la persistance de la mobilisation de la nation arménienne 2003. Et là, il y a 3 jours, vous l'avez rappelé à Ratoranian, à la veille de 2015, la Turquie s'aperçoit aussi que malgré 10 années d'efforts, ça n'a pas vraiment été très efficace, malgré l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. La Turquie s'aperçoit que 2015 va être une année charnière, que la mobilisation est toujours aussi puissante et toujours aussi forte. Donc, juste pour un peu donner du baume au cœur, j'ai envie de dire, à nos auditeurs, se dire que la Turquie ne s'attendait sans doute pas à ce que 100 ans après, les Arméniens soient encore sur le terrain, des empêcheurs d'unionner en rond, on a envie de dire, d'adhérer tranquillement à l'Union européenne, et qu'ils sont là, contre toute attente, j'ai envie de dire. Et le réveil des Arméniens islamisés, de ces fameux Arméniens cachés en Turquie, est aussi un coup de poignard supplémentaire, un aiguillon supplémentaire pour cette Turquie qui pensait que l'affaire arménienne était réglée. Donc on peut aussi se réconforter, j'ai envie de dire, en disant que 100 ans après, nous sommes toujours là, prêts à descendre dans la rue, et il faut montrer qu'on est prêts à descendre dans la rue, nombreux. Oui, les affaires du gouvernement turc ne tournent pas exactement comme il le souhaitait, comme il l'avait prévu. Non seulement effectivement sur la question de la mobilisation et des campagnes menées par la diaspora dans le monde entier pour la reconnaissance du génocide arménien, puisqu'on a vu que depuis la fin des années 90, des dizaines d'États ont reconnu le génocide arménien, malgré l'activisme de la Turquie. On voit bien que dans l'opinion publique, l'image de la cause arménienne gagne de la sympathie, alors que l'image de la Turquie en prend un véritable coup. On voit bien que les combats qu'elle mène sur l'Europe, etc., ne sont pas portés par un élan de sympathie dans le monde entier. On sait, nous tous, qu'en réalité, tous les États du monde entier sont conscients de la réalité du génocide arménien, mais que les reconnaissances sont difficiles de la part de certains États. Parlons des États-Unis, parlons de l'État d'Israël, qui ont du mal à reconnaître ce génocide publiquement, même si quand on va aux États-Unis ou comme quand on va en Israël, pour toute la société, bien effectivement, sûr, il y a eu génocide arménien. Pour tous les acteurs politiques, il y a eu génocide arménien, mais c'est juste la politique du chantage de la Turquie qui maintient une certaine réticence de façade. En réalité, la Turquie, elle a déjà perdu ce combat-là. Elle a déjà perdu ce combat-là. Et elle perdra le combat de l'entrée dans l'Union européenne, et elle perdra le combat du négationnisme, et elle perdra le combat tout court si elle continue à maintenir cette posture et si nous continuons à maintenir notre pression, notre mobilisation, parce que nous sommes portés par le vent de la justice, nous avons raison et nous devons continuer notre combat, qui n'est pas un combat facile, qui est un combat de David contre Goliath. Mais à la fin, on sait qui a gagné dans le combat de David contre Goliath, c'est David, d'accord, avec des moyens totalement différents. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons intensifier notre mobilisation. Nous sommes unis comme jamais nous avons été unis avec le CCAF dans la France entière. On a parlé de Paris, on a parlé de Lyon, on a parlé de Marseille, on a parlé de Montpellier, mais vous verrez que demain, d'autres communautés se joindront à nous, c'est sûr. On a un rendez-vous dimanche 26 à 15h sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro. Soyons très nombreux sur place. Ratoranian, sur la nécessité, même si la mobilisation a porté ses fruits jusqu'à présent, même si on a l'impression que les déclarations d'Erdogan sonnent comme un baroud d'honneur, on a envie de dire que la Turquie est en train de
brûler ses dernières cartouches en disant attention, on n'a plus qu'1 an pour enrayer l'action de la diaspora arménienne en faveur de la reconnaissance du génocide. Malgré tout, ça ne pourra aboutir dans le sens souhaité par les Arméniens que si la mobilisation ne faiblit jamais. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, quand je suis quand même en train de tenir le pouls au quotidien de la communauté arménienne, ne serait-ce qu'à travers les nouvelles d'Arménie ou le site Arménews, où on est en permanence donc confronté et en contact avec la communauté arménienne, des Arméniens du monde entier. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que non seulement pour 2015, le monde associatif est extrêmement mobilisé, mais je vois que beaucoup d'Arméniens, quel que soit leur domaine, dans le domaine des intellectuels, des artistes, des cinéastes, des journalistes, sont tous aussi extrêmement mobilisés pour faire que ce 100e anniversaire soit véritablement celui non seulement de la mémoire, mais celui du renouveau et de la victoire du peuple arménien. Alors, c'est vrai que nous sommes partis de très très loin. Nous étions un peuple anéanti, exterminé, avec des communautés dispersées aux 4 coins du monde. Un génocide qui a été pendant 50 ans, 60 ans, totalement oublié, effacé, gommé des mémoires. Aujourd'hui, il a une vérité officielle. N'oublions pas, puisqu'il s'agit de l'Europe, que le Parlement européen a reconnu et a exigé il y a déjà 20 ans que la reconnaissance du génocide soit une des conditions d'entrée de la Turquie dans l'Europe. Il y a eu maintenant toutes ces reconnaissances du génocide, comme effectivement Mourad l'a rappelé. Nous avons en France des cérémonies maintenant du génocide arménien qui sont prises en charge et qui sont des cérémonies officielles prises en charge par les autorités de la République. Donc on est effectivement en train d'avancer, même s'il y a un certain nombre de difficultés, d'accros, de recul, comme on a eu avec l'affaire du Conseil constitutionnel, qui a véritablement été un coup de poignard dans le dos de la communauté arménienne. Et on a vu là aussi encore comment la Turquie avait agi pour aller à l'encontre de la volonté des élus du peuple français, parce que cette loi avait été quand même de pénalisation avait été quand même votée par le Sénat et par l'Assemblée nationale, en usant d'arguties juridiques par une cour constitutionnelle dont le président lui-même ne peut pas être suspecté de sympathie arménienne, quand il était déjà président de l'Assemblée nationale, il avait empêché un débat de se tenir sur la pénalisation du négationnisme, comme on s'en souvient, et quand il était maire d'Évreux, il avait exigé qu'une plaque portant inscription du génocide de 1915 soit sciée pour que cette inscription n'apparaisse pas. Donc voilà le type de situation auquel on a à faire face, et qu'évidemment la Turquie exploite, parce que elle a mis en place, on l'a vu à travers notamment l'Institut du Bosphore, comment, à travers ses relations commerciales, à travers ses relations économiques, elle agit pour instrumentaliser des sociétés, des grandes sociétés du CAC 40 pour qu'elles deviennent les lobbies de sa politique criminelle anti-arménienne sur les autorités françaises. Donc c'est vrai que le combat est extrêmement dur. La comparaison de David et Goliath me semble tout à fait adéquate et pertinente, mais nous sommes effectivement, et depuis très longtemps, comme vous le savez, dans le combat. Nous sommes des représentants d'un peuple debout, et nous sommes à nouveau, et nous serons à nouveau, bien entendu, à ce rendez-vous pour faire barrage à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, devant le parvis des droits de l'homme, le 26 à 15h. Nous avons un auditeur en ligne que nous allons prendre immédiatement. Allô ? Oui, bonjour. Oui, c'est à vous. Bonjour. Vous n'avez pas été sans noter que le 16 janvier, Laurent Lélékian a été débouté dans son jugement contre Silma Oran-Martz, elle-même fille de Baskin-Oran, un négationniste notoire, soi-disant signataire de la liste de soutien, d'une des premières listes de soutien à la reconnaissance du génocide arménien, il y a 5-6 ans, je pense. Que compte faire le CCAF pour revenir sur ce jugement indigne qui touche tous les Arméniens?
Oui, nous allons revenir un peu en détail sur cette affaire, mais j'allais effectivement en parler maintenant. Donc, vous avez devancé cette question. Donc, merci à cet auditeur d'avoir rappelé ce fait. Donc, tout à l'heure, dans la présentation, dans l'ouverture de cette émission, je parlais de décisions rendues par la justice européenne en référence à la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi française, et je faisais référence à cette affaire concernant Laurent Lélékian, ancien directeur de la publication du journal France-Arménie, également ancien responsable de la Fédération euro-arménienne, et qui, qualité, c'est-à-dire en tant que directeur de la publication de France-Arménie, a été poursuivi pour diffamation par une négationniste turque, Sirma Baskin Martz. Baskin, c'était le prénom de son père, donc Orhan Martz. Et donc, Laurent Lélékian avait signé un éditorial dans France-Arménie, titré Martz attaque, donc un jeu de mots qui avait été jugé diffamatoire par cette femme, qui elle-même avait été en procès contre Jean-Paul Brett, le maire de Villeurbanne, qui l'avait retiré de sa liste pour les municipales en raison justement de ses propos négationnistes. Elle avait donc été retirée de cette liste pour négationnisme, alors qu'il n'y a pas de loi. Mais Jean-Paul Brett avait estimé qu'elle ne méritait pas de figurer sur sa liste. Et elle avait été ensuite critiquée, on va dire, par l'article de Laurent Lélékian, qui pointait du doigt le négationnisme dont fait preuve cette femme. Qui a attaqué en justice Laurent Lélékian, qui a été condamné en première instance, alors que l'argumentaire ne permettait pas de penser que le juge rendrait un tel verdict. Et en appel, le délibéré a été rendu jeudi. En appel, Laurent Lélékian a vu sa condamnation confirmée. Donc là aussi, c'est la double deux poids deux mesures, sauf que le poids pèse de plus en plus lourd sur le dos des Arméniens, puisque d'un côté, la Cour européenne des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression, condamne la Suisse, et en France, elle va dans le sens d'une négationniste, alors que Laurent Lélékian, au nom de la liberté d'expression, était tout à fait en droit de signer cet article. Alors, Laurent Lélékian a été effectivement condamné contre la liberté d'expression. La liberté d'expression est érigée en valeur d'exemple pour disculper, pour donner droit à un négationniste, Erdogan, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. On est dans une situation totalement ubuesque. C'est pour ça d'ailleurs que on se bat pour avoir une loi de pénalisation du négationnisme, parce qu'on est effectivement démuni du point de vue des instruments et des armes juridiques pour pouvoir se défendre. Il n'y a pas l'équivalent pour de la loi Guesso, de ce qu'est la loi Guesso pour le génocide pour des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas l'équivalent pour la communauté arménienne de France. Nous n'avons pas d'instrument juridique pour nous défendre. Et effectivement, nous sommes en but à des situations comme celle-là. Donc cette négationniste s'est estimée diffamée parce qu'elle a été traitée de négationniste. Mais c'est un peu paradoxal, parce que si le négationnisme n'est pas un délit, ça peut être considéré comme une simple insulte, et la diffamation, là, dans ce cas-là, n'est pas recevable. On a vraiment l'impression que là, le jugement a été rendu clairement contre la partie arménienne. Ce qui revient un petit peu au jugement rendu à Strasbourg. On est en contact avec Laurent Lélékian, donc permettez-nous de ne pas en parler sur cette antenne. Donc on est en contact. C'est une affaire effectivement difficile sur le plan juridique à mener. On a raison de souligner que cette personne était également à la manifestation négationniste à Lyon en 2006. D'ailleurs, c'était là la raison d'être des articles. Absolument, et qu'aujourd'hui, elle se fonde sur le droit français qui lui a donné raison. Se fonde sur la question de la diffamation, non pas sur la lutte anti-négationnisme. Bien sûr, parce qu'il y a pas Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que le droit français s'enrichisse, parce qu'il y a de nouvelles dispositions aujourd'hui. On l'a vu avec l'affaire de la quenelle. Il y a de nouvelles dispositions. Il doit y avoir de nouvelles lois, dont des lois anti-négationnistes clairement votées. C'est tout le sens du combat. On a bien vu que, on en est où? On en est où concernant cette loi? Les choses avancent. Ça a été un des sujets majeurs de notre entretien avec Ara et Alexis, avec le président de la République française, le 16 décembre dernier. Le président de la République a réitéré son engagement auprès de nous à faire voter un projet de loi gouvernemental
au cours de l'année 2014. Là encore, nous sommes en contact permanent et avec l'Élysée et avec le ministère de la Justice. Je voudrais juste rappeler également que dans les actions du CCAF, il y a effectivement la manifestation du week-end, donc on va samedi venir après au reste des manifestations, mais pour rester sur cette loi, quelques jours après votre rencontre avec François Hollande, Le Monde, visiblement bien informé, laissait entendre que la loi allait arriver incessamment sous 2014, c'est l'année où cette loi sera votée. 2014, on aura un instrument juridique qui permettra de traduire en justice les négationnistes du génocide arménien. Et d'éviter donc des affaires comme celle de Strasbourg et celle contre Sirma Oran, intentée par Sirma Oran Marthe. Alors, donc, on le disait, le 25 et 26, c'est un week-end de mobilisation très important qui va permettre à tout un chacun d'exprimer son indignation et de dire non à cette Turquie dans l'Union européenne, de rappeler à François Hollande où il se rend et quel est le pays qui va l'accueillir, qu'il ne perde pas de vue où il met les pieds, on a envie de dire, qu'il fasse attention, et aussi pour rappeler la nécessité de légiférer contre le négationnisme et de prévenir que 2015 approche. Le CCAF a d'autres rendez-vous immédiats qui vont justement suivre ce voyage présidentiel. Vous organisez un grand dîner, un dîner officiel qui va devenir un dîner annuel, si on a bien compris. Alors, quel est l'objectif de ce dîner, de cette première, en tout cas, déjà, dans un premier temps? On encadre le voyage présidentiel de Hollande en Turquie par les manifestations du week-end et par le dîner du CCAF qui aura lieu le mercredi 29 janvier. Juste le lendemain de son retour de Turquie, qui est la date anniversaire, ça ne nous a pas échappé, de la promulgation de la loi reconnaissant le génocide arménien. Effectivement, le CCF a décidé, le Conseil national du CCF a décidé d'organiser un dîner annuel, à l'exemple du dîner du CRIV, qui doit être un grand moment pour le CCF d'expression, de rassemblement et de connexion avec le monde politique, intellectuel, les historiens, le gouvernement, etc. Donc c'est un grand moment, surtout dans cette année 2014, qui est l'année de combat qu'on a soulignée, qui préfigurera également 2015. Nous devons multiplier les occasions de ce type. Et le dîner du CCAF va s'institutionnaliser à partir du 29 janvier 2014. Et d'ailleurs, il est ouvert, ce n'est pas un dîner fermé, il est ouvert à la communauté arménienne et à ses amis. Alors le programme, les invités qui sont déjà annoncés à Ratoranian pour cette première, on démarre quand même dans des invités prestigieux. Oui, puisqu'on a comme invité d'honneur pour le 29 janvier, donc la garde des Sceaux Christiane Taubira, également le philosophe Bernard-Henri Lévy et Charles Aznavour. Mais à côté de ces trois personnalités qui seront effectivement les invités d'honneur de cette soirée, il y a d'ores et déjà parmi les personnes qui sont prévues et qui viendront énormément d'artistes, de personnalités du monde du spectacle, du monde politique, des élus, des sénateurs, des ministres également, d'autres. Il y aura donc toute une série de beaucoup de journalistes également, et on attend une forte participation aussi de la communauté arménienne à ce dîner, comme on attend une forte participation à la manifestation. Alors, on est effectivement en train d'élargir notre proposition d'initiative. Comme l'a rappelé Mourad, nous sommes aujourd'hui organisés dans l'unité depuis un certain nombre d'années. Nous avons la chance d'avoir cet outil qui est le CCAF et qui nous permet d'avoir véritablement une politique de soutien à nos revendications qui occupe un large spectre de ce qu'on peut avoir comme capacité d'action pour défendre nos droits. Alors on imagine que vous aviez invité François Hollande à ce dîner, où vous n'avez pas sollicité directement le chef de l'État en vous disant que, pour une première fois, il y avait peu de chances que le président se joigne à vous. On ne l'a pas invité. On a invité la garde des Sceaux, puisque notre thématique... Parce qu'on compare avec le CRIF, c'est pour ça que vous nous avez parlé du CRIF. Le CRIF, traditionnellement, n'invitait pas le président de la République, invitait le Premier ministre. Et c'est lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, c'est invité. Donc, ça a donné une autre tonalité. Donc,
pour cette année. Ça ne veut pas dire qu'on n'invitera pas le président de la République. Non, mais c'est dommage parce que cette année, on aurait pu faire la même petite phrase qui a été prononcée au CRIF. Il est rentré de Turquie sain et sauf. Oui. Voilà. Bon, c'était juste pour faire un bon mot. On n'est pas totalement dans cet humour-là, mais bon. Et donc, on invite la garde des Sceaux, puisque c'est avec elle qu'on travaille sur le projet de loi. C'est important de s'arrêter un instant là sur le fait que c'est la garde des Sceaux qui va être présente pour ce premier dîner annuel du CCAF. Bien sûr. On est dans le cadre de la législation, de la nécessité de légiférer. Le gouvernement turc doit bien comprendre qu'il y a une décision du gouvernement français de faire voter ce texte. Il ne faut pas qu'il pense que le gouvernement français a abandonné ce projet de loi, pas du tout. Oui, c'est pas la ministre de la Culture, par exemple, qui a été choisie pour représenter le gouvernement. Le garde des Sceaux. C'est important. Nous a été confirmé également au plus haut niveau de l'État que la position n'avait pas changé, que 2014 serait l'occasion. Alors la Turquie peut faire toutes les pressions qu'elle veut, et le voyage de François Hollande le 27 et le 28 sera probablement l'occasion d'exercer ces pressions au maximum sur le chef de l'État. On imagine. Voilà, nous continuons notre route. On imagine bien que durant son séjour en Turquie, François Hollande va entendre souvent parler des Arméniens. Ce voyage intervient aussi à la date anniversaire de l'assassinat de Hrant Dink. Il y aura aussi sur place peut-être une mobilisation de la part des défenseurs des droits de l'homme, de la communauté arménienne, de tous ceux qui se battent pour que les vrais responsables de cet assassinat soient poursuivis. On peut compter quand même sur une mobilisation au-delà de la France. Il peut aussi y avoir un accueil de François Hollande qui lui rappelle les questions arméniennes. Vous faites fort bien de soulever ce problème de sécurité et de terrorisme d'État de l'État turc qui s'est effectivement manifesté avec l'assassinat de Hrant Dink, puisque les suites de l'enquête montrent qu'il y a très très probablement une participation des services de l'État, en tous les cas une complicité très active dans l'assassinat de Hrant Dink. De la même manière, on voit que par rapport aux 3 militantes kurdes qui ont été assassinées en plein Paris il y a également un an, une implication de ces services de sécurité turcs, en particulier du MIT. Et il faudra quand même le rappeler là aussi à François Hollande. Bon, alors cette implication, moi je ne suis pas dans l'enquête, je ne sais pas à quel point elle a été prouvée, elle a été démontrée, mais en tous les cas, il y a un certain nombre d'articles de presse là ces derniers jours qui nous montrent qu'il y a un faisceau de présomption très très important qui nous mène sur la piste des services secrets turcs. Et là, ça renvoie à nouveau effectivement à notre problématique d'entrée de la Turquie dans l'Europe, parce que tant qu'il y aura un État négationniste, avec tout ce que ça signifie aussi à l'intérieur de ce pays comme fanatisme anti-arménien, la question de la sécurité des communautés à l'extérieur, des communautés arméniennes en particulier, est posée. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu quand même un certain nombre d'attentats, un certain nombre de personnes qui ont été arméniennes qui ont été visées, et l'assassinat des 3 militantes kurdes l'année dernière est là pour nous rappeler que la violence fait encore partie des méthodes de politique et de gouvernement de cet État négationniste. Moi, je suis très très inquiet par quelque chose, qui a été par une convention qui a été signée le 16 décembre dernier entre l'Europe et la Turquie, et qui prévoit de lever les visas pour les ressortissants turcs qui voudront voyager dans l'espace Schengen d'ici à 3 ans. Là aussi, ça pose véritablement, compte tenu de l'idéologie qui est prédominante, anti-arménienne, prédominante aujourd'hui en Turquie, idéologie promue par l'État turc, ça pose quand même des problèmes également de sécurité et pour la communauté arménienne. Et c'est pour ça que vraiment, il est très très important de se donner tous les moyens qui sont en notre possession pour faire barrage à l'entrée de cette Turquie et aussi à l'application de cette convention qui pourra avoir des conséquences qui totalement indésirables, en tous les cas qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne veut pas avoir nous à assumer. Le nationalisme meurtrier de la Turquie, c'est bon, on a déjà donné, ça suffit.
Alors, on rappelle donc ce dîner qui aura lieu le mercredi 29 janvier, date anniversaire de la promulgation de la loi. On suppose que c'est cette date qui va être conservée traditionnellement, que ce sera le rendez-vous et le dîner annuel du CCAF, qui permettra donc de montrer que les questions arméniennes ne sont pas uniquement des questions communautaires, puisque la garde des Sceaux a accepté l'invitation, ce qui veut dire qu'il y a un vrai engagement du côté des autorités françaises en faveur d'une loi. Et vous nous avez dit que cette loi sera, quoi qu'il arrive, votée en 2014. Alors rendez-vous le mercredi 29. C'est un dîner qui est ouvert à tous ceux qui peuvent participer, qu'il suffit de s'inscrire et donc de prendre les renseignements nécessaires. Il n'y a pas de conditions particulières, enfin conditions financières bien sûr, mais c'est ouvert à tout le monde. Le rendez-vous immédiat, c'est les manifestations des 25 et 26 janvier. Le 25 à Marseille et à Lyon à 11h devant la préfecture de Lyon, devant la préfecture de Marseille. Et le dimanche 26 janvier à 15h, alors à 14h déjà à Montpellier et à 15h, Parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro à Paris, pour, rappelons les mots d'ordre, dire non à l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne, à la veille du voyage du président de la République, François Hollande, en Turquie. C'est le moment ou jamais de faire entendre notre voix. On aura des médias, on aura beaucoup d'amis qui seront là, on aura les défenseurs des droits de l'homme, les Assyro-Chaldéens, les Grecs, les Chypriotes, les Kurdes, et donc on doit en faire un grand moment de combat des droits de l'homme. Pour manifester son indignation, pour que tout un chacun puisse exprimer son refus. C'est l'occasion qui est donnée à tout un chacun de faire entendre sa voix. Je rappelle également qu'il y a cette pétition mise en ligne par le CCAF, que vous pouvez retrouver via le site de notre radio, radio-ipfm.com, mais également sur le site des Nouvelles d'Arménie ou sur le site du CCAF. Sur le site du CCAF, évidemment, en tout premier lieu. Donc, pour demander, là, à la Suisse, de faire appel du jugement qui a été prononcé en faveur de Dogu Perinček à Strasbourg. 2 occasions de s'exprimer. Chacun peut faire entendre sa voix en signant cette pétition et en se rendant au rassemblement, en parlant autour de soi et en mobilisant le plus grand nombre. Aratoranian, Mourad Papazian, merci. Rendez-vous est pris. Rendez-vous pour nos auditeurs le dimanche 26 janvier, 15h, place du Trocadéro, Parvis des droits de l'homme, Paris. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.